Bienvenue, bienvenue à cette masterclass. Pardon, j'ai j'ai démarré l'événement, j'étais convaincu d'être là devant vous. Aujourd'hui, masterclass sur le deep tech côté anglo-saxon, comment pitcher et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Donc, on va attendre on va vérifier que vous m'entendiez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Pardon, encore meilleur. N'hésitez pas à partager. C'est important de savoir que euh, mon public, il est essentiel que, puisque le seul échange que nous avons, soyez le bienvenu, Gilles également, l'échange que nous avons, super, c'est via le chat. C'est plutôt limitant en ce qui concerne les questions, mais quand on n'a que 45 minutes, qui passent toujours affreusement vite, il est quand même très intéressant d'avoir cet échange et que ça passe par le chat, parce que de cette manière-là, je peux en référer plus facilement. Pour démarrer, je vais commencer avec la question: que faites-vous là? Ça va donner du contexte à notre échange. Bienvenue, tout le monde qui arrive. Ça donne du contexte. La question, c'est pourquoi vous êtes là? Quel est l'objectif? Mon objectif principal, c'est je vous donne autant d'informations que possible, aussi longtemps que ça reste pertinent. Je me base sur les questions qui m'ont été posées et qui sont régulièrement posées. Je tiens également à dire à tous ceux qui se sont inscrits, très souvent, quand je peux, je contacte, je sonde afin de savoir les besoins. Je n'ai pas pu le faire. J'étais à court de temps. Donc, donc, on va pouvoir sans doute faire par la suite. Et vous voyez bien, vous pouvez prendre rendez-vous. C'est très simple, juste ici. Vous êtes là, je suis là, et on peut prolonger non seulement le plaisir, mais l'échange. Surtout quand c'est pertinent, s'il y a de la valeur pour vous. On continue? Vous êtes prêts? On y va. On y va, on y va. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Ce qui est intéressant, c'est de savoir précisément quel est votre business, donc de ce que vous êtes à l'aise pour dire, évidemment. Mais si je suis au courant, s'il y a du contexte, je peux répondre de manière beaucoup plus pertinemment, pardon. Donc, quel est votre business? Quel est votre objectif? Concrètement, si vous allez encore plus loin pour que je comprenne encore mieux, pardon, combien vous voulez lever, c'est pour faire quoi? Donc, si vous êtes là et vous êtes en train de réfléchir à le lever de fonds, vous pouvez le dire. Ça donne du contexte, c'est clair pour moi. Si vous êtes là et vous êtes clair, ou si vous êtes en préparation de lever de fonds, ou si vous démarrez le lever de fonds, je sais qu'on prend toujours des informations, même quand on a démarré, même quand on est en roadshow, on a eu des retours, on n'est pas sûr. Donc, il y a tous ces contextes. Si je connais ces contextes, c'est clair pour moi quel est l'objectif. Et je dis, quel est votre obstacle? Oui, si vous pouvez me dire quels sont vos obstacles, ça m'aide également à avancer et à donner les retours, les informations les plus pertinents. Pendant que vous êtes en train de faire ça, je vous encourage de le faire. Je ne sais pas. Également, ce que je vais simplement vous dire, qu'est-ce qui fait que moi je suis là? Comme ça, c'est égal. Qu'est-ce qui fait que je suis là? À l'origine, je ne me suis pas positionné comme expert en levée de fonds, pitch de levée de fonds, ni le marketing nécessaire, ni relations investisseurs. À l'origine, j'ai toujours eu une passion par rapport à l'humain et surtout comment optimiser des relations humaines et comment aider les personnes à être plus performantes en entreprise. Et lors d'une formation en France de formateur, on m'a demandé de travailler avec des professionnels qui s'exprimaient en anglais. Et lors de cette
moment et tout ce qui est entouré, j'ai compris le plus-value et ce que je pouvais apporter au niveau de communication, au niveau de pitch, pour rendre plus à l'aise les CEO quand ils pitchent, quand ils sont en train de construire un relationnel. Et au fur et à mesure, j'ai compris les enjeux et parce que mes clients avaient besoin de lever des fonds, je les ai accompagnés avec des histoires, des stories, des success stories. Et évidemment, je continue mon parcours. C'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je veux transmettre cette passion que j'ai développée depuis quelques années pour tout ce qui est French Tech. Et le plus dur que c'est à expliquer, le plus dur que c'est à expliquer à un investisseur ou quelqu'un, le plus que pour moi, c'est le kiff. Le plus que j'aime ça, parce que c'est intéressant, c'est plus un challenge pour moi de comprendre et simplifier. Donc, je suis là pour vous donner les clés pour pitcher et pour faire comprendre auprès des investisseurs votre tech. Donc, est-ce que vous êtes prêts à continuer, messieurs, dames? Comment allez-vous? Comment allez-vous? En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. On va continuer? Alors, Deep Tech. Pourquoi parlons-nous de Deep Tech? Si vous êtes dans le Deep Tech, et j'ai besoin d'un oui, juste confirmation, vous êtes Deep Tech parce que je vais parler de Deep Tech aujourd'hui. Deep Tech, la technologie profonde. Une technologie qui est développée et qui n'a pas de valeur directe sur le marché, mais qui a une valeur fondamentale une valeur qui est fondamentale dans votre proposition de valeur finale. Voilà, Deep Tech. Il n'y a pas assez de finances ces dernières années. Il n'y a pas assez eu. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'articles et de partage à ce sujet-là. Mais, et pourquoi? Parce que à cause des faux croyances, euh, ou bien dans une époque, c'était vrai que c'était plus risqué, etc. Mais d'analyse récente des licornes en deep tech, bon, tout le monde ne veut pas devenir licorne, mais c'est une référence intéressante, c'est un benchmark, on peut dire intéressant. Dans le deep tech, on montrait que devenir deep tech est en fait plus rapide pour devenir licorne que les entreprises de tech normales, de manière assez significative. Je ne vous donne pas tous les détails, mais si vous voulez, ils sont disponibles. 5,2 années à 6 années en moyenne. Donc, il y a une ouverture, il y a plus une disponibilité de finances en 2022. Il y a eu 22 milliards de dollars de financement dans le deep tech. C'est pas mal. On est d'accord, on s'intéresse. Également, dans mon réseau, j'ai des demandes de partenaires, de mise en relation, des projets intéressants de deep tech. Il y a un vrai intéressement en ce qui concerne le deep tech. C'est pour ça. Pourquoi deep tech? Donc, nous allons pouvoir parler de comment contacter les investisseurs anglo-saxons. Très souvent, on s'intéresse à ce sujet. Donc, comment les contacter? Rappelez-vous que quand on dit anglo-saxon, très souvent on pense US, on pense également le UK. Mais rappelez-vous que si vous êtes en train de lever auprès des fonds européens qui sont basés en Europe, il y a énormément d'entre eux qui ont une culture anglo-saxonne et qui deviennent conditionnés à cette pensée, cette manière d'analyser un projet anglo-saxon. C'est quelque chose qu'on ne se rend souvent pas compte. Alors, on va aborder ces sujets aujourd'hui. Parmi les questions qu'on me pose très souvent, je ne vais pas trop vite, dites-moi, quels sont les retours pour l'instant? Vous savez où on va? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes là? Vous n'êtes pas là? Non, vous êtes en train d'écrire. En tout cas,
Si il y a une question lors de notre échange, quelque chose n'est pas comprise, rappelez-vous, parmi vos droits du fait que vous êtes là et en échange, c'est de pouvoir prendre rendez-vous. Voilà. Donc, c'est clair, excellent. Parmi des questions très importantes qu'on me pose, c'est l'investissement de la part du US, des VC et tout investisseur compris, US dans l'Europe. Donc, est-ce qu'ils investissent? Quels sont les freins? Maintenant, j'aborde tout de suite cette question parce que je sais que c'est important. On parle anglo-saxon, il y a UK, il y a US. Beaucoup y rêvent, mais il faut de la clarité avant de pouvoir prétendre à même imaginer les pitcher ou mettre pitcher auprès des investisseurs ou un pooling investisseur US dans votre stratégie. Il y a deux niveaux de réponse à quels sont les freins éventuels pour les investisseurs US à l'Europe. Le premier niveau de réponse, c'est les différences entre les lois sur l'investissement qu'ils ne connaissent pas aux States. Ou s'ils investissent beaucoup, ils ont déjà investi, ils connaissent partiellement les lois, ça reste un frein. Le deuxième, c'est les lois qui ont une influence ou affectent potentiellement votre stratégie d'accès au marché. Quelles sont les lois européennes sur le tech, par exemple? Je vais clarifier là deux choses par la suite sur ces deux niveaux de réponse. Une chose que je vais clarifier là tout de suite sont quelles sont les lois pour que vous puissiez les regarder. Est-ce que vous êtes affecté par ces lois? Et encore, comment, du coup, présenter et quelle serait votre stratégie de communication auprès des investisseurs? Donc, si on vient sur le loi sur l'investissement, une boîte US veut investir dans donc une VC US ou une family office, que sais-je, veut investir dans l'Europe, il y a des lois d'investissement, dont le MIFID. Donc, cette loi est un ensemble de mesures et des règles à suivre sur tout ce qui est marché et comment le marché doit se comporter. Et ces règles se différencient par rapport aux States. S'ils connaissent mal ou pas, il peut y avoir, pardon, je n'avais pas éteint mon téléphone, donc je le fais tout de suite. Il peut y avoir un souci. Donc, également, il y a une autre règle qui est axée sur ça s'appelle le SFDR. Et c'est une règle qui se repose sur tout ce qui est et, euh, finance et contre le greenwashing. Voilà, le ESG. Donc, ce règle-là, ça rend, ça rend une complication potentielle pour leurs investisseurs qui n'ont pas l'habitude que ça en fait partie de leur démarche. C'est un fait. OK, donc, on va voir exactement comment il faudrait s'y prendre, mais je pense qu'il n'y a pas de mystère. Quand il y a une règle en place et vous connaissez qu'un investisseur peut hésiter par rapport à ces règles, il faut faciliter des choses. Il faut maîtriser les règles, démontrer que vous avez pensé et que ces règles, ce n'est pas une limite, mais c'est en fait une force par rapport à l'accès au marché européen. Donc, le deuxième le deuxième niveau de réponse par rapport à ça, c'était quelles sont les lois qui affectent directement les entreprises en France. Donc, il y a la loi sur des services numériques, le DSA. Il y a la loi sur les marchés numériques, DMA. Et logiquement, ce n'est pas Deep Tech. Si vous êtes Deep Tech, vous n'êtes pas concerné. Également, le RGPD, bon, ça, ce n'est pas une surprise. C'est pas une surprise. N'empêche que cette loi, ils vont voir, ils vont peut-être dire, ah mince, bon, vous avez cette loi-là, est-ce que ça va limiter votre marché et votre stratégie? Il y a des lois sur l'IA également qui sont en train d'être mises en place en Europe et les lois sur les données autres.
Donc, la question c'est, qui est plus touché par ces lois? C'est intéressant de savoir qui logiquement est plus touché sur les lois. Donc, l'IA, si vous êtes dans l'IA, bon, vous êtes affecté par la loi sur l'IA potentiellement, ou ça peut être un avantage selon votre IA, évidemment. Et le niveau d'application et le niveau de problème que vous allez résoudre. Également, dans le biotech, vous avez potentiellement un problème de GDPR dans le biotech, parce que c'est des données personnelles potentiellement, mais pas forcément. Donc, également dans le medtech, il y a des règlements sur les dispositifs médicaux, c'est le MDR, j'adore. Bon, il y a cette loi-là, potentiellement, il faut le prendre en compte, et s'ils sont au courant, ça peut être un frein. Les technologies du blockchain et des crypto-monnaies, il y a le MiCA, M-I-C-A. Celui-là, il faut le prendre en compte. Pour le fintech, il y a nombreuses réglementations et aussi le GDPR. Et dans le green tech, j'avais déjà parlé de SFDR. OK? Donc, toutes ces lois-là, si vous êtes dans ces catégories-là, logiquement, vous avez à les prendre en compte. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis prendre en compte? Donc, au lieu de ne pas parler, il faut l'affronter directement. C'est très anglo-saxon comme manière de voir des choses. Montrer, donc, parler de cette problématique dans votre storytelling parce qu'ils sont américains. Peut-être ajuster votre deck par rapport à une boîte US qui est concernée par ceci dans votre argumentation. Vraiment, vous savez qu'avec un différent client type, vous ajustez votre pitch. Évidemment, si vous pitchez une boîte américaine, vous ajustez votre pitch. Il faut aborder ce sujet, démontrer comment vous allez atténuer cette problématique. Voilà, de manière directe, pour que c'est clair pour eux. Il y a moins de freins, du coup. Comment l'aborder. Qui est moins touché en théorie? Donc, tout ce qui est nanotechnologie, informatique quantique, robotique, sauf dans les équipements médicaux, les technologies aérospatiales et spatiales, l'impression 3D, fabrication additive et l'industrie 4.0, le biosynthétique, logiquement pas touché également, réalité augmentée, virtuelle, tout ce qui est IoT, Internet des objets, photonique et optique. Et je m'en doute pas que je passe à côté de certains, mais je veux surtout vous aider à vous positionner par rapport à ça. Donc, il faut donner des arguments clairs. S'il y a des freins par rapport à l'investissement dans l'Europe, il faut que vous soyez au courant et il faut que vous soyez au courant et vous êtes prêt à les accompagner pour faciliter ce processus. Quelles sont les lois? Voilà. Mais la question, vraiment, à la fin, je pense, parce que j'ai des bits, mais la question, c'est l'US, est-ce que l'US investit-il en Europe ou en France? Mais la France reste un central dans le tech, donc est-ce qu'ils investissent? Et la réponse est oui. Dans un article daté début septembre 2023, Sifted, vous connaissez Sifted, disent que 42% des investissements en start-up européens ils viennent toujours des States. C'est énorme. Donc, est-ce qu'il y a des freins? Oui. Est-ce qu'ils investissent quand même? Oui. D'accord? Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou c'est juste très clair, vous allez pouvoir me dire please, please, please. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes. Donc, pour l'instant, c'est OK. Donc, on va continuer. Également, donc, après, je vous donne l'opportunité à poser des questions. On va pouvoir échanger par rapport à vos cas, figures vraiment spécifiques. Mais parmi les promesses d'aujourd'hui, c'est comment rechercher, contacter, présenter, quels sont les pièges à éviter. Et je ne cherche pas le rime, mais en fait, tout ça, ça rime. C'est génial, n'est-ce pas? Alors, ce que je peux dire par rapport à tout ça pour l'instant, c'est que
Avant de parler par rapport au pooling et type d'investisseurs, je pense que c'est important de parler d'un vieux mythe. Un vieux mythe. J'avais mentionné ça au départ par rapport au deep tech. Pourquoi le deep tech, historiquement, a manqué vraiment d'investissement? Alors, il y a 3 pieds de ce mythe et le problème, c'est quand il y a 3 pieds, ça tient. Donc les 3 pieds. Le premier, c'est que les ROI sont lents dans le deep tech. Le retour sur investissement, ça prend trop longtemps. On pourrait dire, bon, on a démontré que ce n'est pas le cas. Donc, bon, on tape et ça tombe. Et pourtant, il faut démontrer, même si une mythe ne tient pas debout, euh, on ne va pas compter tous les doutes et les peurs qu'on a une décision majeure à prendre qui ne tient pas debout, mais c'est un frein quand même. Donc, quels sont les deux autres pieds? Euh, le deuxième, c'est que ça prend plus de capital, plus d'investissement parce que c'est du deep tech, et l'autre, c'est que c'est plus risqué. Donc, comment aborder ces autres sujets? Les 3 risques. En tout cas, votre ROI, pour le premier risque, que les retours sur investissement sont longs, ils sont potentiellement. Est-ce que, est-ce que votre entreprise représente les études qui ont été faites, qui montrent que non, les ROI ne sont pas si longs? C'est à vous, dans votre pitch, de démontrer votre ROI, votre retour sur investissement. Et ce que je peux dire, c'est que ça serait un mélange de business plan, votre valorisation qui a besoin d'être bien travaillée, vos finances et le pitch lui-même. Et voilà, et tout ça, c'est un ensemble. Il faut que ça soit cohérent, extrêmement, extrêmement cohérent. Sur le deuxième partie, la capitale, vous pouvez vous suivre ou rappeler des investisseurs que suite aux investissements désamorçage ou pre-seed seed, souvent vous avez plus en tant que deep tech accès au financement non dilutif. J'ai super peur parce que je pense que je vais éternuer. Eh ben, j'ai pas envie d'éclater vos oreilles, mais il y a quelque chose qui me cherche là. En tout cas, vous avez souvent en tant que deep tech accès. Donc, c'est un argument très clair. Prenez-le en compte dans votre business plan, mais aussi votre pitch quand vous êtes en train de... Je parle plus stratégie, je sais, oui, je suis expert en le pitch, le storytelling et tout ce début, mais rappelez-vous du ramp-up de votre pitch également. Et le troisième partie, l'idée que c'est plus risqué. Euh, pour moi, pour aborder cette problématique-là, il faut tourner le problème sur la tête. Donc, il y a une chose, il y a comme un paradoxe dans l'investissement. Le paradoxe, c'est que pourquoi il y a autant d'argent à distribuer via des LP, des limited partners, que les VC, ils les pitch, ils récupèrent plein d'argent. Et aujourd'hui, il y a plus de dry powder, c'est des frais, des fonds prêts à être utilisés qu'il n'y en a jamais eu. Il y a une somme record qui sont prêts à être et qui doivent être tôt ou tard distribués parmi les entreprises. Et pourquoi ça existe? Et qu'est-ce qui fait d'ailleurs que nous sommes le monde que nous sommes aujourd'hui, que nous vivons dans ce paradigme de technologie? Le contradiction, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs peuvent dire, oh là là, c'est un peu risqué. Est-ce que ce demain qu'on me présente comme deep tech, bon, ça me semble un peu risqué. Alors que le monde d'aujourd'hui, y compris toute cette fortune, n'existe que à cause et grâce à les évolutions de deep tech, telles que, euh, telles que les semi-conducteurs. L'industrie n'existerait pas. Ce sont les semi-conducteurs, les avancées en ordinateur, la physique de manière générale qui a porté toutes ces réponses et où on est aujourd'hui, c'est deep tech. Donc, en fait, face à euh,
cette réalité qui est un peu ridicule, qu'aujourd'hui, pour investir dans demain, il faut comprendre, tout comme on a dû le comprendre par le passé, il faut montrer aux investisseurs qu'en fait, ils ont surtout une opportunité à créer le monde de demain auprès de vous, dans vos pitch. Votre pitch, donc là, je suis moins dans la stratégie ramp-up et plus, donc comment vous expliquez votre pitch? Quel est votre pitch? Je vais juste regarder, voilà, voir quels sont vos retours, si vous en avez, qu'est-ce que vous avez à dire. Donc, si vous me suivez, n'hésitez pas à me le dire. Ce qui est important, c'est attention, pour votre deep tech, si ça prend un PhD pour vraiment comprendre votre tech, ne prends pas le risque qu'un investisseur se sent mal à l'aise car il ne comprend pas vraiment. Car se sentir mal à l'aise, ça serait perçu comme un risque. On ne comprend pas, je ne comprends pas, c'est risqué. Nous n'investissons pas dans des choses qu'on ne comprend pas. Mais ils n'ont pas besoin de comprendre telle une personne PhD, n'est-ce pas? Vous le savez. Donc, voilà, vous avez besoin de synthétiser. Présenter surtout le pourquoi. Pardon, surtout, non, pas le pourquoi, mais si le pourquoi, mais le quoi et les avantages. Voilà. Comment vous contournez cette troisième risque qui est que c'est plus risqué, que ça soit perçu comme plus risqué. Maintenant, je ne peux pas aller jusque-là sans ajouter quelque chose qui est encore une subdivision de les risques réels, comment on les divise, comment on les pense dans le monde du VC. Donc, il y a des marchés, il y a des risques par rapport au marché et des risques par rapport aux technologies. Donc, les risques marché, c'est que le marché ne prend pas et que, au final, ils ont un autre, que c'est peut-être moins bien, mais c'est plus visible. Voilà. Il y a un autre risque, c'est le risque technologie. C'est que ce que vous êtes en train de créer, en fait, tellement il est deep tech que vous risquez de ne pas y arriver. Un exemple de ça, c'est dans les marchés du biotech où on a quelque chose qui a un marché, c'est sûr, le marché est là. Tout le risque, c'est sur le développement et on le sait, mais on est clair. Du coup, votre travail, puisque vous ne pouvez pas avoir les deux risques, ce n'est pas possible, c'est même pas envisageable. Est-ce que vous êtes là? Ah oui, donc il y a technologie, bon voilà, on est sûr qu'on va le faire, mais ils ne comprennent pas. Donc en fait, une faiblesse par rapport à les risques technologiques est que vous expliquez mal votre marché, ce n'est pas possible. Donc, l'explication du marché doit être vraiment béton, compréhensible, avec une splendeur tout rond pour que le risque de marché, oh non, il y a un marché pour ça, tellement que le tech, on a besoin. Voilà, deep tech, on a besoin. C'est pour ça que j'adore le deep tech. Parce qu'on a vraiment besoin. C'est le monde de demain. Donc, revenons sur tout ce qui est technologie. Vous avez besoin de démontrer les risques. Montrer qu'il y a des risques. Évidemment, c'est du deep tech. Nommez les risques et nommez un par un comment vous allez atténuer ces risques. C'est clair pour vous. Donc, je reviens maintenant parce que tellement ce message-là, c'est extrêmement important. Vous me suivez? C'est extrêmement, extrêmement important, ce point-là. C'est OK? OK. Maintenant, vous êtes là également. Peut-être vous avez des questions parce que les questions, je ne les pas toujours en avance, surtout quand il y a beaucoup d'inscriptions et je n'ai pas pu échanger avec des inscrits avant. Mais quels investisseurs? Dans le deep tech, oui, il y a tous les investisseurs.
toutes les catégories, euh, presque toutes les catégories, en tout cas. Et pourquoi je dis toutes les catégories presque? Parce que les fonds capital investissement, que vous voyez que ce n'est pas sur la liste, voilà, ils sont plus dans des secteurs établis. Voilà, c'est les capital risques que vous cherchez. Mais l'industriel, il va connaître, il va reconnaître et il va investir pour des raisons stratégiques. Des fois, c'est une bonne idée, mais des fois, vous ne voulez pas, vous voulez cacher, vous ne voulez surtout pas qu'il sache. Mais c'est selon votre stratégie et votre exit. Quelle est votre sortie? Quel est votre plan? Le secteur industriel, si vous avez une équipe qui dépasse les compétences qui sont déjà dans leur entreprise, ils vont investir en vous, ils vont vous laisser l'opportunité de développer ce que vous faites. Peut-être vous vendez et vous continuez à travailler pour eux. Que sais-je? Les fonds capital risque, les secteurs émergents, évidemment, et les family office. Ce que je peux dire, si vous n'avez pas de questions là-dessus, pas de questions dans les médias, si vous n'avez pas de questions là-dessus, sur les family office, très souvent, vous serez auprès d'un expert en family office parce que les informations, ils ne sont pas libres accès. Donc, vous contactez un family office ou des personnes les sélectionnent pour vous et souvent, ils ont un excellent réseau, ils ont des convictions personnelles. C'est extrêmement intéressant de travailler avec des family office. Et en sachant que les family office, très souvent, c'est à partir de 5 millions. Des business angels, c'est entre 50 et 150, 200. Voilà, jamais, bon, très rarement plus haut. Fonds capital risque, ça peut aller beaucoup plus bas. Ça peut être intéressant, mais ils vont vous suivre. Et ça peut monter jusque des millions. Vous avez vu des grandes levées, des fonds industriels, c'est selon le fonds, mais ils ont des moyens, surtout si vous résolvez un problème, un gros problème. Donc, quelles maintenant sont vos questions? Quelles sont vos questions, messieurs, dames? Vous êtes là, vous avez peut-être des questions par rapport à ce que j'ai dit. Quand on est là à donner tout ce qui est plus important, des fois, il y a peur de se noyer dans l'information. C'est surtout pas le but ici, c'est pas ce qu'on veut. Donc, posez-moi vos questions, s'il vous plaît. Et merci surtout pour les interactions. Donc, je suis prêt pour vos questions et pendant que vous êtes en train de les écrire, donc, je vais pouvoir faire un point par rapport aux règles et les codes et les pièges à éviter. J'avais déjà mentionné le piège, j'avais bien abordé le sujet rappelez-vous, vous êtes dans le deep tech, il y a des perceptions, il y a déjà un nombre potentiel de freins selon les investisseurs, d'où il vient. Est-ce qu'ils sont totalement au courant de la structuration du fonctionnement en Europe? Mais si on revient règles et codes à suivre, on revient sur, je dirais, comment vous présentez des choses et comment vous allez interagir. Parce que, évidemment, un investisseur, il va chercher la cohérence. Vous êtes devant quelqu'un ou quelqu'un vous pitch un service pour votre entreprise. Et potentiellement, évidemment, on est tous prêts à investir une grande quantité de nos ressources si le retour sur investissement, il est sûr ou quasi sûr. Mais le moindre incohérence que vous voyez, c'est là où il y a des problèmes. On est d'accord. Donc, on n'aime pas voir les incohérences. Par exemple, j'ai déjà mentionné les incohérences entre votre histoire. Et moi, je suis grand fan, surtout dans le deep tech, des pitchs qui partent vraiment avec une explication de situation globale, assez vague, mais où vous mettez un petit pointe qui va les intéresser, qui va retourner, voilà le monde d'aujourd'hui avec
une petite fantaisie. Par la suite, posez le problème fondamental qui a votre cible. Et puis, pourquoi ce problème n'est pas encore résolu? Et puis, votre solution de manière très, très, très simple, très structurée. Et puis, par la suite, les détails. Donc, tout ça, si c'est à suivre, par la suite, votre histoire, il doit avoir de la cohérence avec quelque chose qui peut être oublié. C'est votre manière de faire la valorisation de votre entreprise. Le valo, votre entreprise, ça représente quoi? S'ils investissent là-dedans, votre valo est très important. Également, vos chiffres et votre BP. Par le passé, moi-même, en étant axé et expert dans ce domaine-là, je ne voyais pas assez d'importance. Et c'était en travaillant avec mes experts partenaires que j'ai pu vraiment comprendre que mes pitchs, le marketing que je fais, il est en directe cohérence par la suite avec les chiffres. Parce que tout ça, ça parle. Mais pas que. Mais pas que. Également, vous rappelez-vous, culturellement, on parle d'anglo-saxon, n'est-ce pas? C'est peut-être partiellement pour ça que vous êtes venu. Quelles sont les différences? Bon, dans le UK, ils sont un peu plus précéduriels, un petit peu comme la France, sauf qu'il y a d'autres différences culturelles qui sont importantes. Donc, si vous ne respectez pas une procédure, bah, il n'y a pas de problème. Vous pouvez contourner certaines choses, mais il faut l'assumer jusqu'au bout, ce qui n'est pas du tout la même chose. Par exemple, avec l'US, où la seule règle dans les US, c'est la vitesse. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses entreprises qui sont implantées en Europe, mais qui ont une culture US. À vous de savoir quelle est la culture de l'entreprise en allant sur le site web. Rappelez-vous juste d'une chose, et je suis désolé, quelque chose me gratte. Rappelez-vous juste d'une chose, que la vitesse et le fait d'être direct dans la communication, ce qui est la communication, y compris le pitch anglo-saxon, c'est pas l'agressivité, c'est pas agressif. Donc, voilà, si vous avez une réponse, une question qui est extrêmement directe et ça vous rend un peu mal à l'aise, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les règles et les codes à suivre? Je dirais que même dans la tension, et même quand il y a toujours friendly and enthusiastic. Et pour moi, quand on voit que je suis toujours en train d'être extrêmement amical malgré les tensions, c'est que du business, on ne va pas se perdre la tête. Voilà, on va prendre un peu de hauteur. Et cette hauteur, on va vous demander. Tout ça est meilleur. Et vous voyez les personnes qui sont en train de prendre à la légère quelque chose qui est sérieux. Ce n'est pas parce qu'ils sont fous ou qu'ils se moquent de cette problématique-là. C'est culturellement, on ne va pas se prendre la tête par rapport à ça. On va avancer. Rappelez-vous de ça. Maintenant, si vous n'avez pas de questions directes, si on vient sur comment présenter et expliquer son innovation. Je l'avais déjà donné des éléments. Donc, une chose qui est vraiment importante à garder en tête, je dirais, ça se résume vraiment par cette slide-là. Une histoire très rapidement. J'étais en appel avec un VC, que ça fait 20 ans qu'il est dans ce métier. Et lui, c'est vraiment un fonds qui est dédié à l'environnement, le deep tech dans l'environnement. Et on avait un échange. Et on parlait de la culture française, voilà, les différences. Et il m'a dit quelque chose de très, très intéressant, qu'il avait quelqu'un en dehors de la France qui essayait de vendre un service, vraiment que la France a besoin de ce service-là, et il essayait de le vendre de manière anglo-saxonne, ça ne marchait pas. Il y avait quelqu'un qui a travaillé avec lui et dit, vends-le comme ça.
vous allez parler beaucoup de pourquoi ça fonctionne de manière assez théorique pour nous. Il détestait cette pitch, mais il a fait quand même. Il a réussi. Il a su vendre son projet, son produit. C'est drôle dans les deux sens. C'est une différence culturelle qui peut être bloquante. Rappelez-vous de ça. Donc, il faut vendre du rêve, mais concrètement. Quand je dis ça, vous allez, parce qu'en France, on est très sur les valeurs. On aime bien parler des valeurs. Mais c'est soit l'un, soit l'autre, très souvent. Bon, je peux avoir tort et je fais des généralisations, mais je fais de mon mieux pour comprendre vraiment en profondeur cette différence culturelle. Mais soit on est dans la théorique, parce que qu'est-ce qu'on aime ça, ou soit on bascule sur les valeurs sociétales, les valeurs vivre ensemble. Mais très souvent, ils sont détachés. Donc, si vous basculez sur les valeurs, ne partez pas dans tout ce qui est vaguerie, tout ce qui est une explication sans de détails. Il faut vendre du rêve, vraiment quelque chose de concret, mais avec certains détails. Je veux dire quoi et comment d'ailleurs. Donc, vous voulez être concrete, but not feature heavy. Donc, vous allez vraiment concret, mais sans parler trop des caractéristiques. On veut des bénéfices, s'il vous plaît. D'accord? On veut des bénéfices. Donc, mais quand vous allez sur votre vision, ne soyez pas vague. Donnez une vision et dans votre vision, donnez des éléments qui lient actuellement ce que vous faites à cette vision à long terme. Également, parlez des risques de manière directe, comme j'ai dit. Les risques liés à votre innovation. Et il faut atténuer les risques. Et si on revient sur la partie explication vraiment de produits, ce que je vais dire, je pense que ça c'est la dernière chose que je vais dire avant que je dise quelque chose qui m'inspire en tout cas, donc j'ai envie de le partager avec vous à la fin. C'est quelque chose que j'appelle une structure 3T, un pur outil maintenant. Donc, d'abord, il faut sortir vraiment le bénéfice numéro 1 de votre produit et résumer dans une phrase tout bête. Donc, c'est la première étape du structure 3T. C'est le premier T, c'est tell. Vous allez leur raconter, tell them, vous allez leur raconter c'est quoi, simplement. Le deuxième T, c'est vous allez argumenter en quoi exactement ce que vous avez présenté, vos différentes caractéristiques répondent à cette même problématique, cette même bénéfice. Donc, de cette manière-là, ça reste concret. Vous ne pouvez pas aller trop dans les détails, ce qui est un risque. Et le troisième, c'est de dire essentiellement ce que vous avez déjà dit. Mais rappelez-vous, dans une phrase, peut-être souvenez-vous, vous avez été un keynote qui était spectaculaire, probablement à la fin. La personne qui présentait a redit quelque chose qui était sensiblement la même chose qu'au départ, sauf que le sens que ça donnait après ces explications, c'était pas du tout la même. Voilà, suivez le structure 3T. Tell them with arguments, and then tell them, et puis le feu. Donc, on est à la fin. Quelles sont les questions retour? C'est la dernière question éventuellement que vous pouvez poser. Et surtout, ce que je veux faire, c'est parler de ce bonhomme-là. Vous connaissez? Donc, je regarde dans le chat. C'est qui? C'est qui? J'adore le chapeau. Franchement, si j'avais la même, je le porterais peut-être pas tout le temps. Oui, François Ier. Absolument top. Mais la question, pourquoi je parle de François Ier? Bon, on pourrait mettre bout à bout les dictons. On aura pour un livre. Mais il y a un que j'aime particulièrement, c'est le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Ça donne les frissons quand je le dis. Ça fait vraiment le lien
à votre argumentaire premier avec les investisseurs, c'est démontrer que c'est plus risqué pour eux de ne pas investir en vous que d'investir. Parce que vous, ce que vous présentez, c'est le futur. Sinon, pourquoi vous faites des deep tech? Ça, voilà, c'est le futur. Une autre raison que ça résonne puissamment, c'est que ça résonne avec l'esprit qui anime les entrepreneurs visionnaires. Parce que quand vous êtes créateur d'entreprise ambitieux, vous êtes artisan de changement. Et vous êtes également artisan et vous êtes pionnier de l'innovation. Donc, n'oublie jamais que la meilleure manière de prévoir le futur, c'est de le créer. Et avec ceci, j'ai tenu le temps, parce que le temps est précieux, je sais. J'ai tenu le temps. Je vous remercie tous pour les échanges, pour votre présence. C'est avec grand plaisir que je vois que vous avez pris rendez-vous. J'ai hâte de pouvoir suivre, pour pouvoir savoir plus. Et pour l'instant, je vous dis merci, merci beaucoup et à une date très prochainement, afin que vous sachiez, on va également refaire cet webinaire parce qu'aujourd'hui, il y avait une confusion sur les dates. Donc, dans la communication sur le webinaire. Donc, on va le refaire, cet webinaire, avec grand plaisir. Et les interactions seraient encore plus, encore plus pétillantes. Donc, merci à vous. Je vous dis excellente journée et à très bientôt. Au revoir.